Merci surtout de m'avoir invité. J'étais très intéressé par tout ce qui s'est dit jusqu'à maintenant. Et alors vous allez voir déjà sur ma première diapo que j'ai un sens inné et aigu de la contradiction, puisque je pose déjà comme question, y a-t-il un vrai problème sur la représentativité des syndicats ? Comme c'était le titre, et vous le savez, Monsieur Datoké, je vous avais dit que je n'étais pas très chaud pour ce titre, donc je reste fidèle à mon idée, et je pose déjà cette première question. Alors, déjà, au point de vue des faits, il y a 8%, tout petit peu moins, mais en fait, c'est le chiffre que l'on retient, de salariés qui sont syndiqués, ce qui est, si vous voulez bien le remarquer, un chiffre très important. Si vous comparez par rapport aux partis politiques, il y a un peu plus de 60 millions de Français. S'il y a 600 000 adhérents dans les partis politiques, et encore s'ils ne trichent pas, c'est le maximum. Donc ça fait qu'1%. Donc si vous voyez, les syndicats sont quand même bien représentatifs par rapport aux partis politiques. Et n'oublions quand même pas que les partis politiques font la loi, alors que les syndicats participent essentiellement à des négociations. Je mets de côté les conventions collectives. La deuxième chose, je voudrais dire aussi, c'est qu'ils sont les représentants, tous les élus syndicaux sont des représentants du personnel. Ils sont choisis dans le personnel de l'entreprise. Par conséquent, ils connaissent parfaitement l'entreprise. Je vous rappelle qu'à l'Assemblée nationale, pour aller chercher des chefs d'entreprise ou des gens qui ne sont ni hauts fonctionnaires ni avocats, il faut chercher loin. Donc on a quand même la chance, au point de vue du syndical, d'avoir des gens dans l'entreprise qui sont des gens qui travaillent dans l'entreprise, même si malheureusement, je dis malheureusement parce que je crois que tout le monde le déplore, certains sont des syndicalistes à temps plein, donc leur lien avec l'entreprise est un peu coupé. Mais globalement, on a quand même des gens qui travaillent dans l'entreprise. Et troisièmement, ils sont élus dans l'entreprise, avec des taux de participation qui sont, bien que j'ai entendu une fois chose un petit peu contraire, mais qui sont plus élevés qu'en politique. Je rappelle que des électeurs français inscrits représentent à peu près, il n'y en a que les 3/4 des Français qui sont inscrits sur les listes électorales. Et au moment des élections, suivant le type d'élection, il y a souvent moins de la moitié des Français qui votent. Donc on a la chance quand même d'avoir, pour ces 3 points-là objectifs, ce sont des données objectives, on a donc objectivement une représentativité qui est grande. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, la représentativité, c'est un mot bien complexe. Moi-même qui vous parle, qu'est-ce que je représente ? Ma foi, je ne préfère pas répondre à cette question. Et pourtant, c'est que vous m'écoutiez. Alors, je voudrais faire une deuxième remarque qui me paraît mériter votre réflexion. Il y a une loi du 31 janvier 2007. Alors, 2007, je vous précise, le président de la République était Jacques Chirac. Le président du RPR, sans doute à l'époque, il change souvent de nom, c'était Nicolas Sarkozy, et donc la droite avait la majorité. Cette loi, donc, qui a été votée par eux, impose une concertation entre les partenaires sociaux, c'est-à-dire syndicats patronaux et syndicats salariés, avant tout projet de réforme gouvernementale. D'ailleurs, si vous écoutez le patronat, on a beaucoup parlé du MEDEF, effectivement c'est lui qui parle le plus, vous verrez combien il est attaché à la négociation entre les syndicats salariés et eux-mêmes. Ce qui montre bien, si vous voulez, qu'ils considèrent, eux, au niveau patronal, alors qu'on pourrait estimer le contraire, que les syndicats sont représentatifs. En réalité, ce n'est pas tout à fait ça. Je pense, j'en connais quand même quelques-uns au MEDEF, je pense surtout qu'ils préfèrent avoir à se mettre d'accord avec les syndicats de salariés qu'avec les députés. Et ils pensent que le texte qu'ils ont mis au point avec les syndicats de salariés sera bien meilleur pour l'entreprise, pour eux et pour les salariés, qu'un texte qu'on laisserait à la seule initiative des parlementaires. C'est un des points importants d'ailleurs de la situation française, c'est que finalement les Français ont moins confiance dans les hommes politiques que finalement dans leurs représentants professionnels, qu'ils soient patrons ou salariés. Et je crois qu'il faut en avoir conscience. Alors, pourquoi cette défiance et pourquoi entend-on partout la représentativité des syndicats, les syndicats ne sont pas représentatifs, etc. Alors permettez-moi de faire une petite digression politique. Nous avons une même monnaie au niveau de l'Union européenne, enfin en tout cas des pays de la zone euro, et quand on a une même monnaie, ça impose des règles du jeu communes. On ne peut pas imaginer avoir partagé un bien et ne pas accepter les règles de la collectivité. Si vous êtes propriétaire dans un immeuble, d'un appartement, vous êtes bien obligé d'accepter la loi de l'ensemble des propriétaires.
Et donc ces règles communes imposent aujourd'hui à la France, comme à d'autres pays d'ailleurs, l'Italie et d'autres, imposent de réduire nos salaires et nos charges. Vous ne l'avez peut-être pas vu comme ça, je le dis un peu brutalement, mais enfin, vous voyez bien ce qui se passe en réalité. C'est qu'on voudrait faire passer des lois sur des manières plus ou moins différentes pour arriver à ce résultat-là. On va peut-être y revenir après. Donc ce résultat-là, c'est quoi? C'est travailler plus pour gagner moins, contrairement à ce qu'a dit Nicolas Sarkozy à l'élection présidentielle. Alors les syndicats, effectivement, ne sont pas d'accord là-dessus. Alors on dit les syndicats ne représentent pas ce que veulent les Français, mais je dis les Français non plus ne sont pas d'accord. Les Français ne veulent pas travailler plus pour gagner moins. Et c'est en ce sens, quand on dit les syndicats ne sont pas représentatifs, pas du tout. Ils représentent très bien les Français. Je vais vous prendre un exemple qui mérite aussi, je crois, réflexion. On dit les syndicats ne s'occupent que des salariés, ils veulent conserver les avantages acquis et on ne s'occupe pas des chômeurs. C'est faux. Imaginez, vous êtes chef d'entreprise, et imaginez que vous ayez l'intention, par un moment de grande générosité, de demander à vos salariés d'accepter de baisser leur salaire pour faire rentrer une personne ou deux personnes de plus dans l'entreprise. Donc vous êtes chez l'entreprise, vous dites, écoutez, moi je veux lutter contre le chômage, vous êtes 10, écoutez, on va baisser les salaires de 10% et on va embaucher une personne de plus. Que croyez-vous que les salariés, je ne parle pas des représentants syndicaux, que pensez-vous que les salariés vont dire? Il n'en est pas question. Il n'en est pas question. Donc quand on dit les syndicats défendent des avantages acquis, etc., en fait, ils représentent bien ce que veulent les Français qu'ils représentent, c'est-à-dire les salariés. Alors, on entend beaucoup, là aussi, je reste sur le terrain politique et psychologique, enfin, qui vise à la dégradation de l'image des syndicats. On nous dit partout, pour résorber le chômage, il suffirait de quelques réformes structurelles. Alors ça, les réformes structurelles, c'est la tarte à la crème depuis des années. Et donc, ce serait simple, hein, il y a du chômage en France, on ne fait pas les réformes structurelles qu'il faut, et c'est les syndicats qui bloquent. Voilà ce que l'on dit, et à partir de là, s'enchaîne le discours, les syndicats ne sont pas représentatifs, il faut les éjecter de la discussion, etc., etc. Alors je vais vous donner quelques chiffres pour regarder un peu les réalités. Rapport Combrexel, si ça vous intéresse le système syndical, je vous invite à lire ce rapport qui est intéressant à bien des égards, vous le trouvez sur Internet. Chaque année, donc, dit le rapport Combrexel, qui est ancien directeur général du travail, hein, c'est quand même quelqu'un qui connaît les choses, qui est président de chambre à la Cour des au Conseil d'État. Chaque année sont votés 2 ou 3 textes législatifs substantiels sur le droit du travail. On ne peut pas dire que le droit du travail ne bouge pas. Je veux dire, moi-même, quand j'étais dans l'entreprise, je n'y suis plus, j'essayais de suivre les évolutions du droit du travail avec grande difficulté. Ça évolue tellement qu'on ne sait même plus où l'année. Moi, la loi El Khomri, je ne regarde pas, j'attends qu'elle soit votée, parce que de toute façon, ça va changer avant le vote, mais c'est considérable. Et le Code du travail, quand je dirigeais l'entreprise, il était comme ça. Maintenant, il fait 3000 pages, il est comme ça. Personne ne peut savoir ce qu'il y a dedans. J'y reviendrai après pour les syndicats. Et donc, ne dire que les choses sont bloquées, c'est faux. Je vais vous donner d'autres chiffres que j'ai pris aussi là-dessus. Sur la lettre de mission du Premier ministre à M. Combrexel, ont été signés en 2013 5 accords nationaux interprofessionnels, 1300 accords de branche et 39 000 accords d'entreprise. Bon, ces chiffres, je ne vais pas vérifier, c'est le Premier ministre qui les donne, je pense qu'ils sont vrais. Et il y a un commentaire du Combrexel qui dit qu'on doit probablement être le pays où on négocie le plus. Alors, ce que dit le rapport aussi, et ça c'est important, je le livre à votre réflexion, c'est qu'il ne suffit pas de négocier, de faire des accords, ce qui compte c'est qu'il est à l'intérieur quand même. Hein. Et il y a beaucoup d'obligations de négocier en France, ça fait perdre du temps fou aux chefs d'entreprise, aux syndicats, et le contenu n'est pas toujours parfait, révolutionnaire, ni même génial. Donc, mais en tout cas, on négocie. Hein, et c'est un point important à savoir. Donc, je ne sais pas ce que les syndicats bloquent, mais en tout cas, pas la négociation. Alors, les réformes structurelles, qu'est-ce que c'est? C'est simplement une litote, hein, c'est une manière de cacher la réalité pour essayer de regrouper toutes les idées qu'on a pu trouver pour travailler plus et pour gagner moins. Alors, on essaie de faire passer des trucs, différentes nouvelles. Voilà. Alors, là, je voudrais dire un mot, pardonnez-moi peut-être cette discrétion liminaire, mais non, ça vaut très bien, ok, je continue. Donc, je voudrais quand même, ça n'a pas été dit ce matin, et je pense que c'est important pour ceux qui ne connaissent pas les syndicats de salariés, là, on va parler de cela pour l'instant. Il y a 3 niveaux, et je crois qu'il faut bien comprendre que ces 3 niveaux sont très distincts.
D'ailleurs, quand on parle d'un syndicat, on parle de, je sais pas, de Force ouvrière, de la CGT ou des autres. En réalité, ce sont des confédérations de syndicats. Lesquels syndicats de base sont des associations, la loi 1901, qui ont leur propre structure juridique, financière, etc. Et ce qu'on connaît, c'est le troisième point, c'est les confédérations interprofessionnelles nationales. Quand on parle de la CFTC, c'est une confédération des travailleurs, hein, je ne me trompe pas dans le mot, bon, etc. Pareil pour les autres. Donc l'opinion publique, et vous, comme moi, si je n'avais pas travaillé le sujet pour vous parler, on considère que le syndicat, c'est une machine uniforme, il y a force ouvrière unique, bon, etc. Pas du tout. Ce sont des confédérations qui regroupent des quantités de syndicats locaux par profession, en entreprise, etc. C'est très important. Donc j'ai parlé, le premier point, les élus dans l'entreprise. Donc je redis qu'ils sont très représentatifs en réalité du personnel. Et ce que vous avez dit, messieurs les syndicalistes, un petit peu auparavant, je vais y revenir dessus pour insister. Il est vrai que moi, j'ai interviewé des syndicalistes avant de venir vous parler, parce que j'aime bien toujours avoir un contact avec les gens qui connaissent. Beaucoup d'entre eux se sentent très libres par rapport à la Confédération nationale. Ils considèrent être très libres dans ce qu'ils peuvent dire, dans ce qu'ils peuvent faire, et ils représentent leurs salariés du mieux qu'ils peuvent. Alors certains, bien sûr, peuvent être empreints d'une certaine idéologie, comme on l'a dit. D'autres ont des ambitions de faire des carrières dans leur syndicat, bien entendu. Tout ça existe. Mais au départ, ce sont quand même des gens qui sont élus dans l'entreprise par leurs propres collègues, disons, et qui, s'ils veulent rester, ont besoin d'être réélus. Donc on n'a pas un système qui est aussi déviant qu'on peut imaginer. À ce propos, pardonnez-moi, ça n'a rien à voir, mais je voudrais le dire. Je voulais poser une question ce matin, je n'ai pas eu la parole, mais je voulais vous la livrer quand même. Le responsable du syndicat de police qui a parlé, il a fait un exposé tout à fait passionnant. Je lui ai demandé à la sortie combien il y avait quel était le pourcentage de syndiqués dans la police. Parce qu'il a parlé de cogestion syndicale dans la police. Le pourcentage, c'est 70%. Donc évidemment, vous vous trouvez dans une situation complètement différente ailleurs. La direction de la police favorise, m'a-t-il dit dans les couloirs, bien entendu, la syndicalisation des policiers, parce que ça l'arrange. Ça fait une mécanique qui gère à l'intérieur, et évidemment, ça change les données du problème, complètement. Bon, c'est une parenthèse que je referme, mais je crois que ça vous intéressait, apparemment. Bon. Alors, et là, je me tourne vers le Front National. Comme vous le savez, vous voyez, c'est écrit Agir pour la France. On n'est pas au Front National, mais je pense que le Front National, et plus généralement les patriotes, dont je considère faire partie, n'ont aucun intérêt à mettre en cause la représentativité des syndicats, qui en réalité sont les alliés objectifs de la politique économique que l'on défend, politique économique qui consiste non pas à essayer de réduire les salaires, à essayer de réduire les avantages sociaux, mais au contraire de sortir de l'emprise des règles que nous impose l'euro pour retrouver, si vous voulez, une liberté et une puissance économique. Donc, je pense que politiquement, pour le coup, permettez-moi cette digression, je pense que le Front National n'a pas du tout intérêt à remettre en cause la représentativité des syndicats. Ça, c'est faire le jeu des socialistes et de l'UMP. Et au contraire, ce que j'ai vu que vous faisiez, messieurs, je vous félicite. Je trouve que c'est très bien de faire passer les idées patriotes à l'intérieur des syndicats et des élus. Je pense que c'est une excellente manière de procéder. Et je crois que vous le verrez. D'ailleurs, je peux parler pour l'échelle entreprise et vous pour les salariés, mais il y a beaucoup de patriotes chez les Français. Beaucoup de patriotes chez les Français. Alors après, comme il y a des pressions, etc., mais il y en a beaucoup. Donc il faut leur donner les arguments, il faut les conforter dans leurs convictions. Mais il y a des patriotes partout. Je veux dire, à la CGT, à la Force ouvrière en particulier, à la CGC aussi. Bon, la CFDT, l'emprise européenne, comme vous l'avez dit, monsieur, est quand même assez forte. Et là, je serai plus dubitatif. Voilà. Alors, c'est la première partie. Et alors, je voudrais... Oui, c'est vrai que ça ne se remonte plus. Merci. Et alors, je voudrais parler maintenant de la représentativité du patronat. Un vrai problème. Alors, permettez un ancien chef d'entreprise qui connaît quand même pas mal de monde au MEDEF, vous parler un tout petit peu de ça. D'abord, une première remarque politique que certains d'entre vous comprendront bien. Qui est-ce qui croit que l'État, tout seul, peut être un bon stratège pour la France ? Malheureusement, l'État et les hauts fonctionnaires ont perdu beaucoup de crédibilité en l'espace de 30 ou 40 ans.
Nous avons eu des gens tout à fait remarquables, hein, que ce soit Marcel Boiteux pour EDF, que ce soit Jean Massé, Beauplan, enfin, etc. On avait des hauts fonctionnaires, ingénieurs qui ont construit beaucoup de choses en France, l'aéronautique, le nucléaire, etc., etc. Bon, ces gens-là ne sont plus du tout à la tête de l'État, et on a l'État aujourd'hui qu'on identifie à juste titre comme étant l'État des hauts fonctionnaires, n'a pas la compétence du tout économique et industrielle pour faire un stratège. Donc il faut bien comprendre que les Français ne peuvent pas imaginer que l'État va être un bon stratège. Et, deuxième question identique d'ailleurs, est-ce que l'État peut être capable de définir tout seul ce que c'est qu'un protectionnisme intelligent ? Même discussion, même argumentation. Je crois que malheureusement, il n'en est plus capable. Alors ceci dit, il faut quand même se préparer à gouverner, à prendre le pouvoir. Et donc, comment faire? Alors le MEDEF, bien entendu, on se dit, faut s'adresser vers le MEDEF. Cette diapo a été largement édulcorée par rapport à ma première rédaction. J'écris le MEDEF, un organisme ingérable. Je reprends cette formule qui m'a été donnée par un ancien très haut membre du MEDEF que j'ai rencontré à une réunion la semaine dernière à Paris. C'est lui qui m'a donné la formule, alors finalement, je l'ai reprise et je l'ai écrite. Je ne le citerai pas, bien entendu. Et c'est un organisme, je vais vous expliquer pourquoi, hein. Et c'est un organisme ingérable qui a bien du mal à faire des propositions efficaces. Bon, je poursuis, on se comprendra mieux. D'abord, si vous voulez, le MEDEF doit gérer... Il me reste 5 minutes. Bon, ça devrait, quand même. Le MEDEF doit gérer un certain nombre de contradictions. D'abord, entre les grandes et les petites entreprises. Ça a été longuement discuté ici, tout le monde le sait, mais c'est quand même un problème fondamental pour eux. Ce n'est pas les mêmes problèmes qui se posent, etc. Bon. Ensuite, il y a des contradictions au sein même des entreprises, même si elles ont le même niveau de taille. Si vous prenez le BTP, l'industrie, par exemple, bon, le BTP vit beaucoup en France, hein, de commandes publiques, hein, que ce soit dans les travaux publics pour les investissements publics, pour le bâtiment social, le logement social, c'est de la part des collectivités locales. Et donc, le BTP, lui, il a intérêt à ce qu'il y ait de la dépense publique, hein. L'industrie, elle veut baisser ses charges, et donc, c'est le contraire, si vous voulez. Donc, vous avez... C'est un problème de fond qui est posé là, entre les deux. Bon, vous avez les banques et les entreprises. Bon, là, il y a une contradiction aussi qui est tout à fait importante. Et là non plus, je ne veux pas citer de nom, mais les bagarres au sein du bureau du MEDEF entre les représentants des banques et les représentants de l'industrie sont légendaires et homériques. Donc il faut savoir... Regardez, on va se distraire un peu, enfin non, il ne faut pas que j'abuse de mon temps. Regardez ce qui s'est passé entre Laurence Parisot, qu'on continue à voir sur les antennes de télévision régulièrement, qui a quand même voulu s'asseoir sur les statuts du MEDEF pour se représenter ultérieurement, parce que si elle ne s'était pas représentée, c'est l'industrie qui allait être élue. Et elle a reçu, bien entendu, pour faire la campagne qu'elle a menée pour rester, etc., un puissant soutien des fédérations financières au sein du MEDEF, hein. Et elle continue à parler, alors qu'elle a un bilan qui est quasi nul en matière économique, hein, elle continue à être présentée comme la diva du MEDEF, si vous voulez, hein. Donc tout ça vous fait voir le niveau de tension qui peut exister à l'intérieur du MEDEF. Regardez aussi, bon, j'ai fait 4 exemples, la grande distribution avec l'agroalimentaire, vous avez vu les conflits énormes qu'il peut y avoir. Ces gens-là sont aussi à la direction du MEDEF. L'agroalimentaire a même quitté le MEDEF, je ne sais même pas s'ils sont revenus, mais la Fédération des industries agroalimentaires a quitté le MEDEF il y a 7 ou 8 ans, ou peut-être un peu plus, tellement ça devenait insupportable. Donc les raisons pour lesquelles donc, le MEDEF est une organisation ingouvernable sont vraiment réelles et très fortes, et vous ne devez pas les sous-estimer. Alors, vous avez parlé de la branche professionnelle, c'était le sujet de mon intervention, j'y viens. Donc, les branches professionnelles, alors je vais expliquer pourquoi il faut en passer par là, comme on est tous d'accord. Mais on ne sait pas ce que c'est qu'une branche professionnelle. En tout cas, il n'y a pas de définition légale. Bon, je ne suis pas juriste, mais enfin, quand même, quand on parle d'un objet, en plus, on veut les compter, si vous voulez, hein, on ne sait pas, ça n'a pas de définition légale. D'ailleurs, vous pouvez regarder dans le Code du travail, si vous avez du temps. Sur les 3000 pages, il n'y a pas de définition des branches. On va en faire le lieu central de la stratégie du Front National, mais ça n'existe pas juridiquement. Et quand même, Madame juriste, c'est un problème. Vous êtes d'accord avec moi, hein. Et ça n'a pas de relation du tout avec la NAF, je vais y revenir. C'est la nomenclature des activités françaises. Ni même... Alors, je vais revenir sur les activités, la NAF. Alors la NAF, c'est ce qui est utilisé par l'INSEE pour nous sortir de magnifiques statistiques que le monde entier nous envie sur le fonctionnement de notre économie. Et donc la NAF, c'est la nomenclature.